Dans le prochain épisode, on parle de logement et on va parler du GRT Sud-Ouest. Tu les as rencontrés. Oui, le groupe de ressources techniques Sud-Ouest a pour mandat d'accompagner des citoyens, des groupes qui veulent développer un projet de logement, soit une coopérative, une OSBL dans la région. Donc, eux, ils sont là pour les accompagner du début à la fin parce que parfois, ça peut prendre une décennie avant que les personnes entrent dans leur logement. Oui, c'est vrai que c'est long développer du logement. On pourrait penser le contraire. Puis surtout qu'en ce moment, on a une crise comme on le sait pas mal tout le monde au Québec. Juste à Montérégie-Ouest, pour représenter un peu ce que ça donne, c'est plus de 4000 logements en ce moment qui manquent. Donc on s'entend que pour développer 4000 logements, ça prend une mobilisation. Puis c'est un peu à ça que servent justement les GRT, les groupes de ressources techniques partout au Québec. Puis ultimement, l'immobilier collectif, justement, c'est un beau modèle en économie sociale à essayer de mieux développer, de mieux faire connaître, je pense, auprès du grand public. Mm-hmm. Ils ont autant leur place que le privé aussi dans le développement de solutions probantes et durables. Absolument. Le groupe de ressources techniques est un organisme d'économie sociale qui a pour mandat d'accompagner des organismes du milieu à développer des projets d'habitation, soit sous forme de construction ou d'achat-rénovation, et pour aller chercher toute l'aide financière puis les accompagner dans chacune des étapes de développement de leur projet. Fait que c'était ça, c'était fondé, c'est ça, là, en 78, là, pour le mandat, c'était d'accompagner à la grandeur du Québec les groupes de ressources techniques. C'est ça qu'on a réalisé. Donc, on accompagne les organismes au niveau d'aller chercher les subventions, d'aller chercher toute l'aide financière, d'aller chercher les appuis aussi au niveau des municipalités, au niveau des différents gouvernements. Des fois, on va aller, on va chercher des partenaires comme le SISMO, là, au niveau pour aller chercher, pour être capable de faire la preuve du besoin. Ça va jusqu'à faire la preuve du besoin, les appuis et tout l'accompagnement par rapport à l'embauche des professionnels, architectes, ingénieurs, arpenteurs, laboratoires, notaires. Donc, c'est sûr, c'est que nous, on est là comme spécialistes dans le développement de ce type de projet-là, et les organismes nous engagent. Donc, on a une entente de service avec les organismes, soit les coopératives d'habitation, les OBNL, et on a travaillé les dernières années beaucoup avec les offices municipaux d'habitation. On les accompagne là-dedans, dans tout le processus, là, ça peut partir de la création de leur charte, pour être reconnu comme une coopérative ou un organisme à but non lucratif. Après ça, on les aide dans la recherche d'un terrain pour faire le développement du projet en question. On voit avec eux, avec les municipalités, s'ils peuvent contribuer, eux autres aussi, au projet là, de construction de ces nouvelles unités de logement-là. On doit faire des soumissions là, pour ensuite de ça, pour savoir faire un montage financier, puis voir si le projet peut être viable et réalisable, autant pour la construction du projet qu'après ça pour l'exploitation du projet, là, pour être sûr que le coût des loyers qui va être fixé, qui est normé, à cause pour qu'il demeure abordable et social. Les loyers sont normés, donc pour ça, il faut quand même prévoir vraiment un budget d'exploitation là, qui va tenir compte des revenus, soit des loyers, puis de toutes les dépenses là, qui vont avec. Ça peut être le déneigement, l'entretien paysager, puis en tout cas, il y a plusieurs choses qu'il faut tenir compte, faire des réserves aussi pour s'assurer que l'immeuble, après 15-20 ans, si elle a besoin d'une nouvelle toiture, il y a suffisamment d'argent dans le compte pour prévoir la nouvelle toiture, par exemple.
Donc, on les accompagne, puis on fait aussi avec eux les règlements, les règlements d'immeubles, les règlements de sélection des locataires. On leur donne de la formation parce que là, ils doivent avoir un conseil d'administration. Un conseil d'administration, bien, il y a un président, un trésorier, secrétaire. Donc, on leur donne la formation nécessaire pour qu'ils soient capables, une fois qu'on est sorti du dossier, de gérer la coopérative là, pour qu'elle garde une bonne santé financière, une bonne gestion de l'entreprise, de la coopérative ou de l'organisme non lucratif. Fait qu'on a des ententes de service. Donc, à l'intérieur de ces projets-là, on a des honoraires. C'est de là qu'est l'économie sociale. On a notre mission, qui est vraiment la mission sociale, c'est de pouvoir développer dans le milieu du logement abordable puis du logement social. Fait que c'est quand on parle de social, bien, on parle de logement qui est plus subventionné, donc qui ont les gens payent en fonction de leurs revenus, comme un peu les HLM qui ont été faits au tout début, où c'était 100% des logements qui étaient 100% des logements qui étaient subventionnés, donc les locataires pouvaient, en fournissant leur propre de revenus, pouvaient avoir payé en fonction de leurs revenus. Fait que dans tous les projets avec lesquels on a travaillé, il y avait un certain pourcentage de logements qui étaient pour des familles à revenus modestes, et d'autres qui étaient plus du loyer, le loyer abordable. Bien, une coopérative d'habitation, en fait, les gens les locataires qui s'engagent à rester là, qui signent un bail, doivent participer aux tâches là, de la coopérative, là, soit en s'impliquant, par exemple, dans le conseil d'administration, soit, exemple, dire ben moi, je vais m'occuper de la tonte de la pelouse l'été. Un autre va dire ben moi, je vais m'occuper de pelleter l'entrée principale, les balcons pendant l'hiver. Un autre va dire ben je vais m'occuper de faire le ménage des corridors pour se rendre dans l'appartement, le lavage des fenêtres et les portes d'entrée qui sont dans le corridor. Donc, eux autres vont vraiment participer plus activement là, à la gestion, dans le fond, de l'immeuble puis de la coopérative. Tandis qu'un organisme à but non lucratif en habitation, ben eux n'ont pas cette responsabilité. Les locataires n'ont pas cette responsabilité-là. Ils vont avoir souvent quelqu'un qui vont engager pour s'occuper de faire ces tâches-là puis de gérer l'immeuble. Il y a un conseil d'administration quand même, mais le conseil d'administration va embaucher quelqu'un pour gérer des fois les finances et l'immeuble comme tel, là. Faire la sélection des locataires, par exemple, c'est pas nécessairement une tâche du conseil d'administration, ça pourrait être juste la personne qui est engagée qui sélectionne les locataires. Mais souvent, elle va quand même demander l'aide d'un des membres du conseil d'administration là, pour faire la sélection, là, pour pas être seule là-dedans. Si on va dans le programme Axélogie qui est en place un certain temps, pendant 25 ans, ben, le processus était long. Là. Certains projets, puis c'est pas rare, là, ont pris 8 à 10 ans là, avant de pouvoir se réaliser, là, avant que les locataires mettent la clé dans la porte puis rentrent dans leur logement. Là. Mais là, avec le nouveau programme d'habitation abordable Québec, selon la ministre Duranceau, c'est supposé de se faire plus rapidement. Là. Le but étant de créer des logements plus rapidement. Donc, là, on en est à notre premier projet qu'on a déposé avec ce programme-là qui a été accepté. C'est un projet à Beauharnois avec l'Office municipal d'habitation de Beauharnois. Ça va être 48 logements. Pour l'instant, on a eu une réservation d'unités, si on peut dire ça, pour ce projet-là. Puis, ben là, on est
On a eu une contribution aussi de la Société d'habitation pour permettre le développement du projet, c'est-à-dire payer pour les plans d'architectes, payer pour les plans d'ingénieurs, puis payer entre autres une partie de nos honoraires pour qu'on avance le projet. Mais c'est seulement une fois qu'on va avoir été en soumission avec l'entrepreneur général qu'on va pouvoir savoir si le projet va se réaliser, parce que c'est là qu'on va voir si le coût de l'entrepreneur va rentrer dans notre budget de réalisation du projet. Parce que s'il manque des sous au bout de la ligne, il faut essayer de trouver d'autres moyens de financer le reste du projet. Mais c'est quand même de bon augure. On a au moins réussi à avoir des unités, 48 logements. Notre association, parce qu'on fait partie d'une association de 24 groupes de ressources techniques, juste notre association, pour le dernier appel de projet du FAC, a déposé 5000 unités de logement. Mais là-dessus, il y avait d'ouvert au niveau de ce programme-là 1000 unités disponibles. Donc, il y en a 4000 à peu près qui ne seront pas réalisées parce que le montant de l'enveloppe budgétaire, il n'est pas suffisant pour réaliser les 5000 que nous, on voudrait bien en tant qu'association. On voudrait bien qu'ils soient tous réalisés, surtout en pleine crise du logement. Mais ce ne sera malheureusement pas possible. Donc, l'évolution, c'est sûr que on est teinté par rapport à les besoins. Le réseau des groupes de ressources techniques au Québec, le réseau des organismes à but non lucratif, le réseau des comités logement, on essaie d'influencer le gouvernement pour dire, nous, on est la base et voici c'est quoi les besoins. Des besoins, puis pour être capable de répondre comme de dire, beaucoup de monde se rappelle que à l'époque, quand le gouvernement faisait des HLM, on fait des HLM, c'est un programme qui n'existe plus aujourd'hui, et que là, les gens disaient que c'est des ghettos, c'est une concentration de personnes. Et donc là, nous autres, on arrivait avec des nouvelles idées de dire un partage entre des personnes avec des besoins financiers ou des besoins là, et d'autres personnes qui arrivent avec une mixité. Fait que c'est sûr qu'on arrivait, nous, avec ces idées-là. Autant famille que autant les besoins particuliers au niveau de la santé mentale, etc. Ça, on l'a toujours fait. Mais au tout début, on travaillait beaucoup avec les familles. Beaucoup avec les familles. Après ça, c'était plus personnes âgées parce que les programmes étaient plus adaptés pour les personnes âgées. Qui fait en sorte que c'est ça fait qu'on a beau dire, nous, les gens de la base, de venir dire au gouvernement, voici, regardez, il ne faut pas oublier, oui, tout ça c'est bon, mais il ne faut pas oublier mais qu'on ne se fait pas toujours entendre. On ne se fait pas toujours... ce qui fait en sorte que les programmes ne sont pas toujours bien adaptés aux besoins. Je vais vous donner un exemple. Quand on a réalisé, les premières coopératives qu'on a réalisées ici à Valleyfield, c'était des coopératives d'achat-rénovation. Fait qu'on a fait des achats d'immeubles, on a fait des rénovations, mais les rénovations n'étaient peut-être pas suffisantes, qui fait en sorte que les coopératives en arrachaient après. Parce qu'aujourd'hui, faire une coopérative de construction neuve, donc une belle bâtisse qui aurait besoin juste d'un entretien minimum, surveillance, oui, mais qu'ils ont eu beaucoup plus de vie coopérative que les coopératives qu'on a fait à la base. Ou que c'est de l'achat-rénovation, mais où la rénovation n'était pas suffisante. Famille, mais avec famille monoparentale, qui fait que, un mélange de soucis familiaux et de se gérer la coopérative. C'était super enrichissant de faire ça, de pouvoir faire une coopérative mais en même temps, on voyait que la lourdeur que ça l'amenait, la lourdeur, qui fait en sorte que certaines coopératives, aujourd'hui n'existent plus. Ils ont été démantelés, le fédéral les a repris possession, puis ont fait... mais c'est ça
ça l'historique tandis que après on a fait beaucoup avec le fédéral des programmes de coopératives retraitées. Donc c'est là où je dis qu'on a fait, on est allé dans les milieux plus ruraux, mettons plus près ici, Saint-Gonzague, on a fait Sainte-Justine de Newton. Fait que c'est puis d'un peu partout, fait qu'on a fait des petites coopératives de 10, 12, 15 logements. Puis aujourd'hui, ils sont en très bonne santé, fait que ça, on est bien fiers de ça. On se fie à il y a une grille qu'on doit respecter de loyer pour que ça demeure abordable avec les programmes de subvention qu'on a. C'est sûr que là, il y a les subventions, puis le groupe, la coopérative ou peu importe l'OBNL, reste avec quand même un solde hypothécaire à payer. Puis c'est en faisant ce montage financier que c'est pour ça qu'il faut que dans notre montage financier, on soit capable de faire en sorte que le montant de l'hypothèque à payer va pouvoir respecter le coût des loyers et demeurer abordable. Dans le logement abordable aussi, il y a certains locataires qui peuvent avoir un programme de supplément au loyer aussi, le PSL, qui peut venir aider aussi, en plus, aux ménages plus faibles revenus encore à payer moins cher leur loyer, là, qui est déjà abordable, mais qui pour eux ne l'est pas encore suffisamment. Là. Donc, avec l'aide du programme de supplément au loyer, ça peut les aider là, à avoir un budget eux autres même plus équilibré. Là. C'est toujours un peu stressant quand vient l'ouverture des soumissions de l'entrepreneur, là, parce que c'est là qu'on se dit, bon, est-ce qu'on va pouvoir le réaliser avec le budget qu'on a monté ou s'il va falloir encore aller essayer de trouver d'autres financements pour que le projet se réalise. Donc, tant qu'on n'a pas ouvert les soumissions de l'entrepreneur, c'est toujours un peu stressant de savoir est-ce que ça va être réalisable aussi, ça peut être réalisable comme à court terme ou il va falloir encore attendre 1 an avant de pouvoir réaliser le projet. Donc, oui, c'est sûr que ça peut être stressant, puis se dire, bon, encore, il faut d'autres énergies à mettre pour pouvoir le réaliser, là, ce projet-là. Parce que mon point étant que justement, tu dis, bon, on ouvre, mais là, OK, on va attendre pour essayer de trouver d'autres argent, mais en attendant 1 an, est-ce que l'argent qu'on va trouver va suivre? Oui, c'est un peu ça qui est arrivé dans nos derniers projets, entre autres, avec la coopérative de solidarité du parc de Sainte-Barbe et avec l'ABDIS, l'association pour les personnes en déficience intellectuelle du Surroi. Il y a eu la COVID, puis là, avant la COVID, tout semblait bien. On semblait avoir un budget équilibré, puis tout ça. Puis là, est arrivée la COVID, puis il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation des coûts de construction. Fait que notre budget était déséquilibré. Là. Ça fonctionnait pas. On a été en appel d'offres, puis les soumissions étaient beaucoup trop élevées comparativement à ce qu'on avait prévu dans notre budget. Alors là, heureusement, il y a eu un programme du fédéral qui est sorti, l'initiative de création rapide de logements. Puis là, avec cette initiative-là, on a pu aller chercher des sous pour compenser le manque à gagner là, qu'on avait pour lors d'ouverture des soumissions. Donc, on a pu finalement réaliser ces 2 projets-là avec l'aide du fédéral. Là. L'économie sociale à l'intérieur, moi, quand je suis arrivée en 83, non, je pense que ça s'est vécu. Ça c'est pas. Est-ce que on nommait ça à ce moment-là? Je pense pas, mais ça se vivait. Fait que ça, c'est sûr. Parce que, en même temps, c'est une adrénaline super importante, là. C'est de dire, mais écoute, gare, la survie de JRT après 40, c'est grâce un peu à notre adrénaline, puis de dire, on fonce, on regarde, c'est quoi les possibilités, malgré le fait, des fois, il y a des projets, ça a pris 10 ans avant de faire. 10 ans, puis même plus, je dis 10 ans, là, mais faire en sorte que c'est l'économie sociale qui est hyper important, c'est de dire, on se responsabilise en tant qu'organisme,
on dit, bien, écoute, on trouve des façons, il y a une façon de dire, on va, puis super motivante parce qu'en même temps, oui, il y a ce côté-là de dire, bien, écoute, que faut que je mette moi l'épaule à la roue à cet organisme-là pour être capable d'être là dans 10, dans 15, dans 20 ans, puis de voir au cheminement. Puis en même temps, de l'autre côté, parce que je crois tellement, puis je reviens à ça, c'est que je crois tellement à la mission qu'il faut absolument qu'on mette l'épaule à la roue, qu'on ait peu de misère à dormir la nuit, parce qu'il y a des choses qui nous tracassent, tout ça, puis qu'on veut que ça fonctionne, et qu'on se fâche aussi par rapport des fois à des fonctionnaires qui se butent à des virgules, c'est pour nous. Mais en même temps, il y a tout le côté social qui est hyper enrichissant aussi, qui fait en sorte d'aider. Je me souviens, il y a des gens que j'ai travaillé un bout de temps avec le comité logement à Valleyfield, où ces gens-là voulaient, eux autres aussi, ils faisaient ça pour le bien des gens à faible revenu, où on pouvait à ce moment-là travailler puis d'aider, puis le côté très enrichissant, c'est que le point culminant, c'est quand on prenait possession de l'immeuble, c'était 12 mois de travaux, de la construction, et là on arrivait, puis que là, les locataires pouvaient rentrer, puis que là ils trouvaient leur logement tellement beau, puis qu'ils nous disaient, eh bien regarde, moi j'ai jamais eu ça le logement neuf. Puis là, ils pouvaient bénéficier d'un logement tout à fait 100% neuf, qui fait en sorte qu'ils étaient bien contents. Fait que c'est un mélange entre les deux. Au niveau de l'économie sociale, pour moi, c'était hyper enrichissant, dans les deux volets. Nos sources de revenus, notre modèle d'affaires, si je peux dire, là, c'est en fait, on prend un certain pourcentage sur les coûts de réalisation d'un projet. On a aussi comme revenu des revenus de gestion et de tenue de livre. On a des coopératives et des OBNL qui nous engagent pour faire leur tenue de livre. Parce que soit qu'ils n'ont pas les compétences ou qu'ils n'ont pas le personnel pour le faire. Donc, ils nous engagent. Donc, c'est une autre source de revenus pour nous autres. Puis des fois, on peut faire aussi de la gestion d'immeubles. C'est à peu près ça nos sources de revenus là, pour notre entreprise. Avec aussi, on a quand même un bailleur de fonds qui est la Société d'habitation du Québec, à laquelle on demande une subvention qui est dans le programme PAOC, le programme d'aide aux organismes communautaires. Donc, avec tous ces revenus-là, ensemble, on réussit à avoir une équipe là, pour faire du développement. Ça prend tellement de temps à développer des projets que quand on ne peut pas se fier sur un programme pour être capable de convaincre des gens, mettons, municipalité de Sainte-Barbe, on dit, OK, gare, on va créer une coopérative pour les retraités de Sainte-Barbe, mais que l'année prochaine, on n'est pas sûr que le programme va exister. C'est un gros engagement pour ces bénévoles-là. Nous, on travaille avec eux, puis vous saviez combien de fois que j'ai eu de dire, avoir reçu ce temps d'ouvrage, pas sûr que je me serais embarquée. Ça, je l'ai entendu beaucoup. Et c'est ça ce qui fait qu'il faut essayer de dire, l'idée de base est là. L'idée de base est là. Ils veulent faire du logement pour la communauté, pour le citoyen, mais qu'en bout de ligne, on leur dit, oui, ça va prendre du temps. Mais est-ce que le programme qui est là va durer? Quand on n'a pas de réponse à ça, c'est pas un élément. Fait que ce qu'on a souvent demandé, c'est d'avoir un plan sur au moins 5 ans. Donnez-nous un programme pour 5 ans pour être capable de nous organiser puis de faire en sorte que faire avancer suffisamment le projet pour qu'on puisse se réaliser. Fait que c'était un peu ça les défis qu'on a eu souvent à faire. Là, on a deux projets à venir. On en a un à Beauharnois avec l'Office municipal d'habitation de Beauharnois. C'est un 48 logements. Et puis, on a aussi, avec la maison d'accueil, avec l'accueil pour elles, pour les femmes victimes de violences.
Puis on en a un autre aussi avec les habitations solidaires Sud-Ouest, un nouvel organisme à but non lucratif là, qui a été créé il y a quelques mois seulement, dans le but de faire justement du développement encore plus d'habitation, encore plus de logements sociaux et communautaires. Eux, ce serait un 50 logements à Valleyfield. Par contre, là, on s'est tourné vers le Fonds Desjardins. Le Fonds Desjardins qui, dans le fond, c'est des fonds fiscalisés là, qui viennent quand même du ministère de l'Habitation et de la Société d'habitation du Québec. C'est que ils ont eu une enveloppe, le Fonds Desjardins et le Fonds FTQ, pour faire du logement social, mais sauf que c'est eux qui gèrent l'argent qui est descendu. Ils ont eu, je me souviens pas combien d'argent là, pour faire du développement d'habitation. Donc, ce projet-là, à Valleyfield, on l'avait déjà présenté au FAC, au Programme d'habitation abordable Québec, puis il a été refusé. Donc, c'est l'OMH de Valleyfield qui l'avait présenté. Puis là, avec la création de ce nouvel organisme-là, il y a eu une entente pour que ce soit le nouvel organisme qui présente au Fonds Desjardins ce projet-là de 50 logements. Fait que là, on a déposé le projet au Fonds Desjardins. On est dans l'attente de savoir si ça va pouvoir être réalisable. Donc, c'est nos 3 projets là, les plus avancés qu'on peut dire là, qui sont sur la table en ce moment. Garder espoir. Oui, il faut garder espoir.